Très bien, donc je pense que nous sommes live. Bonjour tout le monde et bienvenue, pour le 5e symposium, en français sur Café Talk. Donc je vais faire une petite, parenthèse en japonais. Konnichiwa, daihei omatase itashimashita. Café Talk no Ayuha desu. Café Talk no第5回のフランス語のシンポジウムが始まります。本日はヴェロニク先生は、フランスのパティスリーのについてお話ししたいと思います。コメントとご質問があれば、ぜひ、チャットで英語でも日本語でも、フランス語でもぜひよろしくお願いいたします。はい。では、alors Véronique, bonjour, merci, Bonjour. merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce symposium en français et merci d'accepter de nous parler des pâtisseries françaises. Je vous en prie. Alors, aujourd'hui, oui, je vais vous parler de la pâtisserie française. Alors, de l'histoire, tout d'abord. On va commencer avec l'histoire. On va pas partir du tout début, hein, bien sûr, parce que la pâtisserie, ça remonte à l'Antiquité. Donc, on va pas remonter jusque-là. On va partir de l'époque de Catherine de Médicis. Donc, qui est... alors, vous allez voir, excusez-moi, les slides sont en anglais, mais bon, le symposium est en français, bien sûr. Alors, nous allons partir justement de la troisième slide, où avec Catherine de Médicis, qui était la femme du roi Henri II. Catherine de Médicis était italienne par son père et française par sa mère. Et elle est arrivée très jeune en France pour épouser le roi Henri II, le futur roi Henri II, il n'était pas encore roi. Et ensuite, quand elle est rentrée à la cour, elle a un peu révolutionné toute la cuisine française. C'est elle qui a apporté beaucoup de produits d'Italie, le sucre, le sucre notamment. Et aussi, elle a appris aux Français à manger avec une fourchette, parce que on n'utilisait pas beaucoup la fourchette en France, on n'était pas très raffinés. Et donc, Catherine de Médicis a été vraiment très innovante dans la cuisine, pour la cuisine française. Et elle a apporté avec elle donc des ingrédients, mais aussi des chefs cuisiniers, des chefs pâtissiers. Et c'est l'un d'eux d'ailleurs c'est Popellini, qui était un de ces chefs pâtissiers, qui a inventé la pâte à choux. Alors la pâte à choux, elle existait déjà en réalité, et puis Popellini l'a modifiée un petit peu, et il a fait la pâte à choux comme vous la voyez sur l'écran, ce que vous connaissez maintenant pour faire les chouquettes. Voilà. Donc c'est grâce à Popellini qu'on a des Excusez-moi, choux. j'ai Oui, perdu. Voilà, je voilà, pense que là c'est revenu. voilà. Et donc la dame sur la photo, c'est Catherine de Médicis. Voilà, ça c'est pour les choux. L'histoire des choux, c'est très intéressant parce que c'est quand même un gâteau précurseur, une préparation, c'est pas un gâteau parmi les précurseurs de la pâtisserie. Voilà, alors nous allons passer. Alors là, on a des dates un petit peu approximatives concernant la pâte feuilletée. Alors la pâte feuilletée, je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'en faire. C'est une pâte très très difficile à faire puisqu'il faut la plier beaucoup de fois pour avoir ce qu'on appelle un feuilletage. Et la pâte feuilletée, elle a été faite par erreur. C'était une erreur, c'était un peintre qui était aussi apprenti cuisinier, qui s'appelait Claude Gelée, qui a voulu faire un gâteau pour son père. Il voulait faire un gâteau roulé au beurre, un gâteau classique roulé. Et puis il s'est trompé. Il a fait
cette pâte feuilletée qui d'ailleurs il a très bien fait puisque la pâte feuilletée est à l'origine de plusieurs, gâteaux, notamment celui du dessous, le millefeuille. Alors le millefeuille, je ne vais pas m'attarder dessus parce que la date, elle est assez approximative. On le on dit qu'il a été inventé en 1651. Il y a encore des dates un peu plus tard. Donc le millefeuille, c'est vraiment, je l'ai mis là pour vous situer à peu près, le situer à peu près dans le temps, mais on est très incertain de ça. On trouve cette date et puis on le trouve encore un peu plus tard. Voilà. Mmh. Mm. Ça c'est vraiment, à l'époque, on n'avait pas vraiment de date précise, hein. La pâtisserie, ça a été essayé par beaucoup de chefs dans plusieurs pays. Donc c'est un peu difficile. Comme pour la crème chantilly, on a plusieurs versions. Alors, ce qu'on sait, c'est que la crème chantilly, elle a été créée au château, hein, de Chantilly, qui est au-dessus de Paris, par le chef Vatel. Il avait préparé ça un soir où il y avait un très très grand dîner. Et puis, on ne sait pas ce qui s'est passé. Ce dîner a été, c'est très mal passé. Et puis, il a eu beaucoup de critiques. Et avant la fin du dîner, il s'est suicidé. Donc c'est une histoire un peu Ah c'est dramatique. c'est assez tragique effectivement. Mais on sait pas trop en fait. Il y a plusieurs versions, donc je vous ai donné la pire. Je suis désolée. Alors, on a à la même époque. Alors, à la même époque, en réalité, c'est le lancement de la brioche. Car la brioche, elle existe en France depuis le 9e siècle. C'est les Vikings qui l'ont apporté quand ils ont envahi la Normandie, quand ils sont arrivés. Et les Vikings savaient faire du beurre. Ils avaient ce secret, c'était de faire du beurre. Et c'est eux, en fait, qui ont amené le beurre et la brioche qu'ils savaient déjà faire en France. Donc, la brioche, comme elle est maintenant, elle a été travaillée et aussi par Briochi, qui lui a donné son nom, qui est un pâtissier italien. Alors, elle a évolué vraiment dans les années. Là, c'est la brioche comme on l'a fait à la maison, avec beaucoup de beurre. Mais elle n'a pas toujours été comme ça, bien sûr, hein. Voilà. On l'appelle brioche parisienne, d'ailleurs. Elle n'est pas parisienne du tout, hein, la brioche. D'accord, c'est vrai que ça a un côté un petit peu rustique du coup, le fait que ce soit, que ça soit apparu, si j'ose dire avec les Vikings, ça ne Oui. m'étonne pas tant que ça, finalement. Oui, oui, mais comme vous savez, nous, on aime bien les Français, on aime bien dire que c'est nous qui avons inventé Ah les oui, choses. Donc, vous avez vu que déjà, la pâte à choux, elle n'est pas française. Bon, la crème chantilly, elle est française, mais on va voir après qu'il y a beaucoup de choses encore, des gâteaux, qui ne sont pas français. D'ailleurs, on va voir le croissant. voilà. Le voilà, le croissant, le fameux croissant. Alors, le croissant, quand on dit France, on dit toujours macaron et croissant. Alors, le croissant, en réalité, n'est pas français non plus. Le croissant vient d'Autriche. Alors, en 1683, un matin, un pâtissier était au travail. Il s'appelait Adam Spiel. C'était un boulanger, pardon. C'était un boulanger et il était très tôt. Et l'armée ottomane, les Turcs, donc, ont attaqué Vienne. Comme lui, il était debout de bonne heure pour travailler, il a eu le temps, il est parti alerter l'armée de l'arrivée des Turcs. Et l'armée autrichienne a donc eu le temps de se préparer, de combattre les Turcs et de les chasser de Vienne. Suite à ça, les boulangers de Vienne, pour célébrer la victoire, ont fait ce petit cornet
comme un petit cornet, qui est devenu le croissant. Et puis en fait, c'est bien après, hein, en 1837, 38, 39, par là, qu'une pâtisserie autrichienne a été ouverte à Paris et on a apporté le croissant. D'ailleurs, on dit les viennoiseries. Alors, Ah, ça vient de ça. Quand on achète des petits pains au chocolat, enfin, c'est le croissant à l'origine, hein, qui est une Vienne. Et donc, c'est pour ça. Et donc, notre croissant à nous, comme tout le monde nous l'envie, fait avec du beurre, il date des années 20. Donc, vous voyez, ça n'a absolument. On est quand même à plus de 100 ans, même plus que ça, même 150 ans plus tard en France. On est arrivé très bien après. Donc voilà, on nous envie le croissant, mais c'est pas de nous le croissant. ça c'est assez étonnant, surtout pour viennoiserie, c'est vrai que je n'y avais absolument jamais pensé. Bah, je me suis toujours un peu demandé d'où venait le mot, Mm. mais alors ça n'avait jamais tilté en fait, hein. Je n'avais jamais fait le rapprochement. Bah oui, c'est vrai que viennoiserie, on dit c'est tellement passé dans le langage de Mhm. dire je vais acheter des viennoiseries que personne ne se pose tellement la question. Je pense que c'est normal d'ailleurs, c'est un peu, Mhm. ça fait partie de notre vocabulaire. Donc bon. C'est vrai. Alors là maintenant on va voir encore une pâtisserie qui n'est pas française. Alors vous me direz, mais alors qu'est-ce que vous avez inventé, vous? C'est ça. Bah, pas beaucoup, mais à la fin, vous verrez que pas tant que ça. Alors, en 1720, alors le baba, après on verra la madeleine, et le baba et la madeleine, ils sont liés, et vous allez voir pourquoi. À l'époque, il y avait le roi Stanislas. Alors, je crois que c'était Lesinski. Alors, je ne parle pas polonais, donc je vais avoir beaucoup de mal à prononcer son nom. Mhm. Le roi Stanislas, c'était l'ancien roi de Pologne. Et il était en exil en Moselle. En Moselle, c'est-à-dire Nancy, par là. À Commercy, exactement. Commercy, on verra après. Mhm. Et il avait un pâtissier qui s'appelait Nicolas Storer. Et Nicolas Storer est parti en Pologne et il a ramené justement des espèces de brioches. Vous voyez, comme quoi. Il a Mhm. ramené des petites brioches au roi Stanislas, mais à l'époque, évidemment, on se déplaçait à cheval, hein. On ne se déplaçait pas ou en calèche, enfin, on ne se déplaçait pas facilement. Et du coup, bah, la brioche, elle a séché en cours de route. Et quand elle est arrivée au château, elle était immangeable. Alors lui, il a eu une excellente idée. Il a pris du vin de Marsala, il a trempé, il a mis du vin sur la brioche. Et puis après, il a garni ça avec une crème pâtissière et des raisins. Et ça, c'est devenu le baba. Et le roi était tellement content. Alors pourquoi c'est devenu le baba? Excusez-moi. C'est qu'à l'époque, le roi lisait un livre qui s'appelait Ali Baba. Mhm. Et du coup, il a dit, on va appeler ce gâteau le baba. Alors après ça, ça a été remplacé. Ce gâteau, il est parti à Paris. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il y a sur la slide d'après. Nicolas Storer, c'était un homme très intelligent. Il a eu une bonne idée. Il a ouvert la pâtisserie Storer à Paris, rue Montorgueil. C'est actuellement, la plus vieille pâtisserie de Paris. Il a été à Paris parce que la fille du roi, Ladislas, était la femme du roi Louis XV. Et à la cour, on connaissait déjà la crème chantilly, comme on l'a vu tout à l'heure, et on connaissait aussi le rhum. Et donc, il a changé sa recette.
Il a remplacé le vin de Malaga par du rhum et puis il a mis une crème chantilly. Et les babas, comme vous pouvez les acheter maintenant à la pâtisserie Storer, ce sont les babas comme ils étaient faits à l'époque. C'est la recette authentique. Là, sur la gauche, vous avez un gâteau qui s'appelle le Puy d'amour. Alors ça, c'est aussi Storer qui l'a inventé. Et c'était le roi Louis XV qui donnait ça à ses maîtresses. Alors, il y a une crème dedans. Et puis dessus, c'est du caramel. Et donc, Nicolas Storer, il a été vraiment inspiré, en plus parce qu'à l'époque, la rue Montorgueil, c'était une rue très commerçante. Il y avait des chaises à porteurs, et qui dit chaises à porteurs dit personnes riches, et donc c'est devenu vraiment quelque chose d'énorme, et c'est toujours c'est la plus vieille pâtisserie de Paris. Elle a été visitée par la reine d'Angleterre, vraiment, c'est un monument. C'est un monument. Si vous allez à Paris, rue Montorgueil, pâtisserie Storer. Vous pouvez pas, Je prends note, hein. Je faut prends prendre note, note. hein. Faut y aller. Mmh. Alors maintenant, on va voir que les madeleines, ça vient juste après. Et ben, c'est la même chose. C'est le roi Stanislas, c'était vraiment un gourmand. Il aimait beaucoup les gâteaux. Et un jour, il avait une fête dans son château de Commercy, que vous voyez en Moselle, le château que vous voyez sur la photo. Et là, il y a eu un clash, comme on dirait familièrement, dans sa cuisine. L'intendant du roi s'est disputé avec le chef. Et le chef est parti. Il a rendu son tablier, il a dit « je m'en vais ». Et il devait faire des babas, le chef. Justement, il devait faire les fameux babas. Et comme il n'y avait plus de chef, il n'y avait plus de gâteau. Et à l'époque, on venait juste de commencer avec les menus. On n'avait pas de menus avant. Et les menus, en fait, on était au début des menus qui disaient que on commençait par le salé et on finissait par le sucré. Et là, pas de dessert. C'était un déshonneur puisqu'on n'était pas capable de suivre un menu. Et donc, le roi est parti dans la cuisine et puis là, il y avait une servante, une jeune servante, qui a dit ben moi, je peux faire des gâteaux. C'est des gâteaux que ma grand-mère fait. C'est une recette très simple. Alors, il a dit bah oui, de toute façon, écoute, on va essayer. Et il y avait pas de moule non plus. C'était un peu la catastrophe. Il y avait pas de moule. Elle a pris des coquillages, les coquilles Saint-Jacques, et elle s'en est servie pour faire des moules à gâteaux. Et c'est pour ça que vous voyez la forme sur la slide, c'est la forme de coquille, parce que au début, c'était fait avec des coquilles de Saint-Jacques. Alors après, le roi a dit, il était content, il était vraiment, il était très très content, lui a sauvé le dîner, et il lui a dit il lui a demandé son nom, et elle s'appelait Madeleine. Il a dit très bien, ces gâteaux, ils vont s'appeler les Madeleines. Alors ça s'arrête pas là, hein. Là, on va regarder sur la slide d'après. Comme je vous ai dit avant, la fille du roi, c'était la femme de Louis XV. Donc les madeleines sont arrivées aussi à la cour, hein, à Paris, à la cour du roi, et ça a commencé à prendre des proportions assez gigantesques. Et puis en 1700, non, c'est bien après, je suis en train de vous dire une bêtise. En 1852, la ligne de train Paris-Strasbourg a été inaugurée. Et sur cette ligne, il y avait Commercy. Donc, si vous vous rappelez bien, où il y a le château. Et donc là, on a commencé à vendre des madeleines à la gare. Vous voyez, il y a une photo en bas avec des femmes qui vendent des madeleines. Et puis en 1874, il y a eu un décret autorisant la vente de madeleines dans les gares.
Et du coup, les gens qui faisaient le Strasbourg-Paris, quand ils revenaient, ils achetaient des madeleines. Et tout ça, ça a commencé à, à s'étendre dans les salons parisiens et jusqu'à Proust, que vous voyez l'écrivain, Proust, qui est connu justement pour Mmh. qui est souvent lié à la madeleine. Il n'a pas fait que manger des madeleines, hein, mais il a écrit un livre à la recherche du temps perdu où euh, dans son livre, il explique qu'en mangeant une madeleine, il se rappelle son enfance. Et donc, en français, on a cette expression, c'est ma Madeleine de Proust. Ça veut dire que on peut sentir quelque chose. Ça peut être une odeur, ça peut être un son, ça peut être, en tout cas, c'est une sensation qui nous rappelle notre enfance. Et on dit, c'est notre Madeleine de Proust. Ah ça c'est très intéressant. Je savais pas du tout que c'était lié au Et gâteau. oui. Et du coup, cette Madeleine, elle en a fait du chemin, hein. C'est On est ça, oui. parti d'un un petit gâteau qu'on ferait pour le goûter, quoi. Et la madeleine, faut qu'elle ait une bosse, hein. C'est important. Oui, c'est vrai que alors pour la forme aussi, c'est assez étonnant, maintenant bon, bah, maintenant je vois bien le coquillage. C'est vrai que ça a une forme assez caractéristique en plus, les madeleines, hein Oui, et mais c'est vrai qu'il y a toujours la bosse par contre. oui, Donc il y a c toujours la bosse, hein. Et c'est étonnant qu'un petit gâteau comme ça, parce que ça n'avait rien de, a priori, ça n'avait rien de folichon, quoi, comme on dit un mmh mh. peu familièrement, ça a eu une telle ampleur. D'ailleurs, moi, quand je vais en France, mon mari me dit, tu peux m'acheter des madeleines? Donc, je ramène toujours un paquet de madeleines quand je retourne au Japon. Donc, c'est très intéressant cette histoire. Et vous notez bien que le baba et la madeleine, on a le même roi, hein, au C'est départ, ça. hein. On a le même roi qui aimait beaucoup les gâteaux. On a quand même, si, quand on y pense, on a Marie de Médicis, qui était italienne. On a le roi Stanislas, qui était polonais. Donc, on n'a pas trop à se vanter d'avoir inventé des choses, parce que Oui, voilà, pas nous. c'était là au bon moment. Voilà, c'était là au bon moment. Puis nous, on a un petit peu récupéré les croissants aussi, hein. Ah oui, les Croissants, croissants aussi. les croissants. Alors après, on va passer à un gâteau. Alors là, c'est pareil, on n'a pas une grande idée de quand ça a été fait. Alors C'est le Saint-Honoré, je crois. Le suivant. alors je vais juste en même temps, vérifier de Oui, notre allez, côté de l'autre allez-y, allez-y. côté, si nous avons aussi, voilà, les petits commentaires. Alors, on a pas mal de petits commentaires, alors, voyons donc. Oishiso, ouais, oui, oishi Ah oui, oishiso enrichissant desu à ne. tout point de vue. Ah, ah oui, là, c'est vraiment là, pour le coup, on C'est est le on mot. est on est C'est le pile mot. dedans. On C'est est le pile mot. dedans. Enrichissant, oui. C'est le mot, vraiment. Quand on parle de Hem gâteau, et ensuite, on a aussi ah bah, c'est intéressant, je vois que ça bouge tout seul du côté du ah là là. Un message de Meimei. 食事前に見てるので、ため息あ、これは、い読めないかもしれません。申し訳ないです。連発？すいません。食事の前にこれを見ていてありがとうございます。申し訳ないです。Un message de Rinko さん。ぜひ食べてみたいです。うん、美味しそうです。アストリッド。マドレーヌは日本でもとっても人気です。そうですね。結構人気があります。どこでも、コンビニでもありますが、えーやはりマドレーヌはあまり日本の、パン屋さんで、まあ、パティシュリー屋でも買ったことはないですが、絶対美味しそうと思います。Est-ce que vous avez déjà acheté des pâtisseries au Japon? Comme des madeleines?
Alors des madeleines, je sais qu'il y en a, j'en avais vu quand j'habitais à Chiba. Je sais qu'il y a des chaînes, oui, de magasins qui les font. Oui, oui. Alors, disons que c'est souvent dans des ce sont des confections. Le nom du magasin, par contre, Mmh. j'ai complètement oublié, mais je sais que oui, on peut en trouver. Oui, oui, on peut en trouver, c'est sûr. Si vous allez dans les chaînes de pâtisserie, je suis sûre que vous allez trouver des madeleines. Alors peut-être pas au détail. En général, elles sont en boîte. Mmh. Ouais, en général, elles sont en boîte. Sur Tokyo, je sais pas parce que j'habite pas Tokyo, mais je suis certaine que vous pouvez en trouver dans les grandes villes, hein. J'en ai Mmh. vu à Chiba, heu, c'était à la gare de Chibacho, dans un centre commercial, heu, Perrier. Je sais que chez Perrier, pour ceux qui sur la ligne, la GR Line, je Mmh. sais qu'il y en a. Ah ça, c'est intéressant, j'avais pas Ouais. imaginé, Il y a des pâtisseries, je sais qu'il y en a parce que une fois j'ai voulu en acheter pour offrir en fait. Parce que j'étais paresseuse pour les faire, mais Mmh. parce que les madeleines, c'est très difficile, hein. Attention, ça a l'air un peu idiot comme ça, mais bah, on verra après Mmh. tout à l'heure avec les trucs et astuces que vraiment la pâtisserie, c'est de la science, hein. Et donc il faut vraiment, il y a des pâtisseries très franchement, je vais donner un mauvais conseil, achetez-les parce que Oh là là! elles sont très difficiles à faire. C'est vrai que ça à vue d'œil, ça paraît pas comme la plus compliquée, hein, la madeleine. Non, et pourtant, Mmh. je pense que le Saint-Honoré est plus simple, hein. Ah oui, alors du coup, le Saint-Honoré, Ouais. c'est vrai que ça a l'air assez fabuleux quand même, hein? Alors le Saint-Honoré, il est spectaculaire, mais en réalité, bah, le Saint-Honoré, il a été créé par un pâtissier qui travaillait dans la pâtisserie, Chibouste à Paris. D'ailleurs, il y a une crème Chibouste, c'est celle qui est maintenant dans le millefeuille. C'est une espèce de crème pâtissière, la crème, Chibouste. Et au Mmh. début, en dessous, c'était une brioche. Encore la brioche, la fameuse brioche. C'était une sorte de brioche avec une crème pâtissière toute bête. Et puis lui, en fait, il a ouvert sa pâtisserie. Il a fait ce gâteau. Ce gâteau, il a complètement changé, en fait. La base, elle est sèche maintenant. C'est une espèce comme un biscuit en fait. Enfin, c'est pas un biscuit, mais c'est quelque chose qui n'a plus rien à voir avec la brioche, hein. Le Saint-Honoré, c'est une sorte de feuilleté en fait, hein. Mmh. Ce serait une espèce de pâte feuilletée ronde. Et on fait des choux, on fait des petits choux. Alors les choux, c'est pareil, hein, c'est scientifique, hein. Les choux, attention, c'est quelque chose de vraiment très très précis, hein. Il faut pas que ça déroge d'un gramme, hein. Et avec cette fameuse crème Chibouste, et puis on a une crème fouettée, donc a priori, et du caramel. Donc a priori, c'est pas, ça a l'air impressionnant, mais très franchement, c'est pas la chose la plus difficile à faire. Il y a Mmh. l'éclair aussi. Alors l'éclair, c'est pareil. L'éclair, c'est une pâte à choux. Vous voyez qu'on retrouve cette pâte à choux, on la retrouve vraiment partout, comme la crème pâtissière. On dirait que ce sont les deux bases de la pâtisserie française. Et la pâte à choux, c'est pareil, on ne sait pas trop. L'éclair, pardon. On- il y a plusieurs. Il y a plusieurs explications, notamment sur le nom. Alors au début, là, vous voyez de la crème au chocolat. En réalité, avant, c'était une pâte à choux très longue, ça s'appelait des duchesses. Et puis il y avait quelques petites amandes dessus, et ça se mangeait très vite, comme un éclair. Donc ça pourrait être une origine du nom. Le plus probable, ce serait que ça a eu ce nom après que Antonin Carême, c'est le pâtissier, le premier, le vrai pâtissier français, le précurseur de la pâtisserie moderne, enfin de notre pâtisserie Mmh. maintenant.
Et lui, il l'a modifié, il trouvait ça un peu sec, pas très bon. Et donc, il a fait une crème pâtissière au chocolat et il en a fait une autre au café. Donc, il a ajouté dans le chou et puis il a fait ce glaçage en fait, hein. Et puis voilà, l'éclair, l'éclair est né et ça s'est vendu comme un éclair. Donc, ça pourrait être aussi une autre, euh, une autre explication du nom. On n'a pas Mmh. trop l'idée d'où ça vient, ce nom. C'est parce que ce qu'il y a, c'est qu'avec la pâtisserie, il y a tellement de gens qui ont fait des choses que on ne sait pas trop en fait. C'est ça, toutes les créations, sont très différentes, puis on s'éloigne toujours de ce qu'on avait au départ. Tout à fait, c'est ça. Et puis il y en a un qui dit non, c'est moi qui l'ai inventé, mais non, c'est déjà avant. Donc, Mmh. on n'a pas vraiment. Les dates, elles sont, à part quand c'est vraiment lié à des événements, comme le baba, comme la Madeleine, euh, des fois c'est difficile de savoir. Mmh. Mm. Alors après, on va voir encore le dessert des desserts, la tarte tatin. Mmh. Alors la tarte tatin, eh ben, ça a été fait suite à une erreur, hein. C'est une erreur la tarte tatin. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des tartes tatin, Haïfa. Non et puis ça fait très longtemps aussi que j'en ai pas mangé, mais j'en ai jamais faites. Alors moi j'en ai fait une fois et puis j'ai cassé le moule. Donc, Ouh là! alors la tarte tatin, c'est ce qu'on appelle une. C'est sur la slide d'après, je crois. Je Ah crois. là Ah, excusez-moi, pardon. alors là, je crois qu'on est dessus. On est sur, celle avec la bûche de Noël au-dessus aussi. Ah oui, moi je la vois pas. Ah, je sais Ah! pas pourquoi. Ouais. Oui, il y a la bûche de Noël entre les deux. Non, Je la non, vois c'est pas, moi. curieux. Voilà, Je vais c'est juste bon. Ça y est, on y est. OK. Parfait. Alors oui, avant la tarte tatin, excusez-moi, on a la bûche de Noël. Alors ça, je vais pas trop m'étendre dessus parce qu'il n'y a pas une super histoire. Mmh C'est mh. la bûche comme on la mange maintenant, hein. Elle est toujours là, la bûche de Noël, hein. Il n'y a pas, il y a pas un repas de Noël sans notre bûche. Alors c'est un gâteau. La bûche de Noël, qu'est-ce que c'est? C'est un gâteau roulé. Alors ça aussi, hein. Ça, c'est difficile parce que le gâteau roulé, il se casse. Donc, c'est un gâteau roulé et puis qui est farci avec de la crème et puis décoré. Donc maintenant, on le trouve un peu de toutes les sortes. On le trouve glacé aussi, la bûche Mmh. glacée. Alors en dessous, en 1898, on a la tarte tatin. La tarte tatin, elle a été faite à la mode Beuvron, qui est en France, en Sologne, je crois, si je dis pas de bêtises. Et il y avait deux sœurs, les sœurs Tatin, justement, qui tenaient un restaurant. Et un jour, il y en a une, elle était un peu étourdie, je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle a mis du sucre dans, dans son plat, elle a mis les pommes, et puis elle s'est aperçue qu'elle avait complètement oublié la pâte. Donc, elle a dit, bon, c'est pas grave, je vais mettre la pâte dessus. Et voilà, ça a fait la tarte tatin. Et comme elles l'ont servi au restaurant, parce qu'elles avaient besoin de servir un dessert, et ce jour-là, il y avait un monsieur dans le restaurant qui était le patron du restaurant Maxime. Alors avant Maxime, on en parlait beaucoup, et puis maintenant Maxime, il est un petit peu tombé dans les oubliettes, hein, Mmh. près de la Concorde, Maxime, et il a demandé la recette. Et elles ont refusé de la donner. Du coup, quand il est rentré à Paris, il a demandé à son chef de partir en Sologne et puis de se faire passer pour un jardinier, qui est parti entretenir le jardin. Il s'est fait embaucher provisoirement dans le jardin du restaurant. Et puis là, il a regardé. Il a regardé dans la cuisine. Il a copié la recette. Il est parti à Paris. Il a copié la recette. Et donc, ils ont volé
la recette aux sœurs Tatin, mais ils ont quand même gardé le nom et ça s'appelle la tarte des demoiselles Tatin. Alors la tarte Tatin, c'est un plat qui est devenu familial, hein, mais qui est très difficile à faire parce que notez la disposition des pommes. Mhm. Il y a une confrérie en Sologne qui se charge de perpétuer la tradition et ils sont très très stricts sur sur la tradition de la tarte tatin. Et attention, on ne mange pas la tarte tatin avec de la glace ou de la crème anglaise. Ça, ils y tiennent. C'est un sacrilège. Donc, la tarte tatin, ça se mange sans rien. Voilà. C'est quand même sacrément culotté, de voler la recette pour ensuite utiliser le nom, Oui, des sœurs. Ça, oui. c'est assez Ça, c'est incroyable. étonnant. C'est étonnant. Étonnant parce que c'est c'est vraiment incroyable. Voler quelque chose et réutiliser le nom. Exactement. Oui, c'est quand même culotté, effectivement. Et en plus, ça a eu du succès, hein, la tarte tatin, c'est quand même quelque chose de. C'est dans tous les restaurants, la tarte tatin. Donc, Mmh. alors on va finir avec. Enfin, finir en ce qui concerne l'histoire, on va finir avec deux gâteaux, euh, le Paris-Brest et l'Opéra. Mmh. Alors, le Paris-Brest, euh, je sais pas, moi je vois pas la slide, mais si vous êtes dessus, c'est bon. Alors, je vais juste quand même prendre un petit instant Allez-y, allez-y, pour allez-y. vérifier, hem, que nous ayons bien tous les slides. Alors, hem, voilà, là, j'ai juste vérifié qu'est-ce qui s alors, vérifier aussi les commentaires. Alors, un commentaire de Tsukikusa qui nous dit, «J'aime le chocolat et les sucreries. Cependant, il est dommage que vous ne puissiez pas le manger s'il contient de l'alcool. Existe-t-il des sucreries qui ne contiennent pas d'alcool?» Je Oh pense oui, qu'il y en a le il y en a Paris-Brest, il n'y a pas d'alcool. le Paris-Brest, c'est vrai Ouais, que oui, il il y n'y en a a pas pas. d'alcool. Je crois qu'il y en a plusieurs où il n'y a Oui, pas d'alcool, hein, alors, finalement. on a vu le Saint-Honoré, il n'y a pas d'alcool. La tarte tatin, il n'y a pas d'alcool. L'éclair, il n'y a pas d'alcool, c'est sûr. Ben en fait, il n'y a que le baba où il y a de l'alcool. Ah oui, voilà, Parce que c'est en ce que je réalité, pensais. c'est vous qui, il n'y a pas d'obligation hein, de mettre de l'alcool si vous voulez pas en mettre. Alors le baba au rhum, bien sûr, il y a de l'alcool. Ça, on peut pas faire sans. Mais sinon, non, 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 vous n'êtes pas obligé. D'ailleurs, il y a aussi des religions où on peut pas boire d'alcool. Hein. Donc Mmh. on met pas, on peut remplacer. Bah, on peut même faire, par exemple, le tiramisu italien. J'ai longtemps vécu en Italie. Quand mes enfants étaient petits, je mettais pas d'alcool dans le tiramisu. Bon, effectivement, c'est pas pareil, Mmh. mais c'est très bon quand même, hein. Non, non, Oui, non, oui, non, oui. vous avez la possibilité de pas mettre d'alcool du tout, hein. C'est pas Mmh. obligatoire, hein. Non, non, non. Sauf pour le baba, bien sûr. Sauf pour le baba. Et on a aussi un petit commentaire de Meimei-san. «エクレアと、シュークリームはとにかく好きです.» そうですね。私たちも好きだと思います. Donc Meimei-san aussi aime beaucoup l'éclair et les choux à la crème. Mmh. Alors ça, Ça oui, ça la pâte à choux, j'ai mis j'ai mis très longtemps à la faire, correctement et j'ai regardé une fois sur, une vidéo de Philippe Conticini, qui est un des plus grands pâtissiers français, qui expliquait le secret de la pâte à choux. Et après ça, je l'ai plus raté. ah Et la bah, pâte à choux, c'est scientifique. Hein. Et une fois qu'on a compris comment ça marche, on la rate plus. Mais et le Paris-Brest justement est fait hein, à base de, c'est une pâte à choux, hein, le rond là, mmh, le cercle. Hein. C'est ça, hein, la pâte à choux, on la retrouve beaucoup. Hein. c'est C'est ça. important hein, de savoir la faire. Justement, le Paris-Brest, c'est un gâteau, je dis pas tout bête, hein, parce que
comme une crème au beurre dedans. Il a été fait suite à une course de vélo. C'est une route vélo, hein. Paris-Brest, c'était une course qui était inventée en 1891 et sur 1200 kilomètres en fait. C'était Paris, Brest en Bretagne, euh, et puis Brest-Paris. Et puis cette course, elle devait être faite en 7 jours maximum. Et en fait, elle est devenue très populaire. C'était un peu le Tour de France. Le Tour de France, il a été fait en 1903. Euh, donc, elle était avant le Tour de France. Elle était très populaire, hein, cette course. Et puis, un jour, il y a un chef qui était à Maison Lafitte, donc qui était sur la route. À l'époque, Maison Lafitte, c'était un village, hein, qui était sur la route. Il a décidé de faire un gâteau en hommage à cette course de vélo qui était si populaire. Et il a fait une roue avec une pâte à choux. Donc là, on fait un grand cercle avec de la pâte à choux, donc avec une poche à douille, hein, bien sûr. Hein, il faut prendre une poche. Et puis après, une fois que c'est cuit, on la coupe en deux. Et puis on fait une crème au beurre avec du pralin. Et voilà. Alors, faut avoir la main, hein. C'est pas facile. Oui, c'est vrai que ça a pas l'air, ça Puis a on pas met l'air d'être le plus facile. on met un petit peu de sucre glace et puis des amandes. Moi, j'attends qu'on m'en fasse un parce que ça a l'air. Je pense que la première difficulté déjà, couper correctement la pâte à choux. Mmh. Et après, ça va. Alors, on va finir avec l'opéra. Alors, l'opéra, c'est un gâteau qui a été fait chez Dalloyau. Dalloyau, c'est un grand pâtissier parisien. Et à l'époque, il y avait un chef qui s'appelait Cyriaque Gavillon, qui a décidé de faire un gâteau un peu comme ça, avec plusieurs étages. Il voulait une saveur, enfin, il voulait un mélange de saveurs qui faisait un goût unique quand on croquait dedans. Donc, vous voyez, en fait, il y a plusieurs couches. Il y a du café, il y a une crème au café, crème au beurre au café, c'est important. On a aussi des biscuits qui sont trempés dans le sirop de café, une ganache au chocolat, et puis on a à l'origine une petite feuille en or. Et voilà. Et puis ça s'appelle opéra parce que c'est censé représenter la scène de l'opéra. Et puis c'était en hommage aussi aux danseurs, puisque Dalloyau c'est pas loin de l'opéra, aux danseurs qui venaient acheter des gâteaux. Donc c'est un gâteau moderne par rapport à tout Mmh. ce qu'on a vu avant. C'est pas mon gâteau préféré, mais c'est très bon. C'est très bon quand même. Et alors là, celui-là, pour le coup, il est dur à faire, hein. Il Je, paraît pas évident. Mmh. celui-là, je crois que autant les choux et tout ça, ça va, mais l'opéra, je pense qu'il faut quand même un sacré coup de main pour le faire, hein. Mmh. Voilà, alors ça, c'était pour l'histoire de la pâtisserie. Et Alors puis, je vais allez, juste faire un petit rappel parce que du coup, on est déjà sur le ouais, temps c'est ce que de j'ai fin. vu. Du coup, on va peut-être, Accélérer, on on va va peut-être accélérer. On y va. accélérer un petit Allez, peu. c'est parti. Alors, Allons-y. alors, alors bon, les macarons, vous allez voir, c'est très simple. Alors, les macarons, en fait, l'histoire, ça a commencé en 1862. Ladurée a ouvert, c'était Ernest Ladurée, a ouvert une petite boulangerie à côté de la Madeleine. Et puis, bon, au début, ça payait pas de mine. Et puis, en 1871, enfin, la Madeleine, c'était quand même un quartier de luxe, hein, attention, hein. Et puis, en 1871, c'est le baron Haussmann euh, qui a un peu rénové Paris. D'ailleurs, si vous allez du côté des Galeries Lafayette, tout ça, c'est les immeubles haussmanniens, comme on les appelle.
Et là, sa boulangerie s'est transformée en pâtisserie. Alors, elle a été faite, l'ange la décoration, euh, elle a été faite par Jules Cheret, qui était un peintre, et puis elle s'est inspirée de la chapelle Sixtine et de l'Opéra Garnier avec les anges. Et vous voyez, ce petit ange, il a un chapeau de pâtissier. Voilà, c'est l'ange de la pâtisserie. Et ça, c'est vraiment la durée, c'est encore comme ça, hein. C'est historique. Donc après ça, voilà, après ça, alors 1900, il y a eu l'exposition universelle. Paris a commencé à changer, les gens ont commencé à sortir. Il y a eu de plus en plus de salons de thé, il y a eu de plus en plus de cafés, et puis les femmes ont voulu sortir aussi, et pas que les hommes. Et donc, Jeanne Souchard, la femme de la durée, a décidé d'ouvrir un salon de thé, enfin oui, un salon de thé, toujours dans le quartier de la Madeleine. Et ça a commencé à devenir populaire. Donc c'est après l'année en 1930, allez-y, voilà, en 1930, c'est le petit cousin de la durée qui a eu l'idée de, de faire ses macarons. Alors en réalité, les macarons, ça existait déjà, hein, les macarons, mais seulement un biscuit. C'était très sec, c'était pas très bon. Et donc lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris 2 macarons et puis il a mis une crème dedans. Alors au début, il y avait 3 parfums, amande, chocolat, café. Et puis ça a commencé comme ça. Le macaron a commencé à partir et ça, c'est le macaron parisien. Il n'existait pas avant. Donc quand vous le voyez dans les films de Marie-Antoinette, ben, c'est un Mmh. anachronisme. C'est pas vrai. Ah! C'est pas vrai. La Marie-Antoinette, elle a jamais mangé de macaron parce que c'est impossible. Ah! C'est intéressant. C'est C'est intéressant à un savoir. anachronisme et c'est une sorte aussi de publicité pour la durée. Ah oui! Ouais. Ah oui? J'avais vraiment alors ça vraiment c'est quelque chose que j'aurais jamais pu remarquer, hein. Oui, oui, elle mange des macarons, mais c'est pas possible. Alors donc après, en 93, ils ont été rachetés. Je vous explique ça très vite. Ils ont été rachetés par le groupe, par la famille Holder, qui détient les boulangeries Paul. Vous savez, les fameuses boulangeries Paul. Je crois qu'il y en a à Tokyo. J'en ai vu à Tokyo, il me semble, des boulangeries Paul. Et Oui, donc, il y en a une dans la gare de Shinjuku que oui, je Shinjuku, et je visualise, crois qu'il y ouais. en a une aussi à Akihabara, il me semble, hein, Ah oui. il me Mmh. semble. Et donc, la famille Holder, elle voulait faire quand même quelque chose d'un peu, un peu bien. Donc, elle a ouvert une boutique sur les Champs-Élysées. Là. Donc, et là, le macaron a commencé à se faire mondain. Euh, Ensuite, ils ont fait, voilà, ils ont ouvert une boutique rue Bonaparte, donc sur la rive gauche, et ils ont créé un macaron noir, au réglisse. Ils ont envoyé toutes les photos du macaron à tous les magazines de mode, et Vogue est tombé amoureux du macaron noir. Et là, c'est parti. Le macaron est parti, c'est devenu, on l'a décliné en une dizaine de couleurs, de goûts. Il a été vraiment traité comme un produit presque un accessoire de mode, hein. C'est devenu Mmh. quelque chose de très tendance, le macaron. Et c'est parti comme ça. L'essor du macaron, c'est parti comme ça. Et c'est parti à Londres, chez Harrods. Donc, Harrods, c'est quand même la référence, hein. Après, c'est parti à Tokyo, à New York, à Dubaï, vous voyez. Et puis, on soigne bien l'emballage, on fait des choses très très jolies parce que ça doit être aussi comme le parfum, hein, comme les bijoux, hein. Le macaron, c'est quelque chose, c'est un produit de luxe. Voilà. Donc maintenant, après, ils ont encore ouvert plusieurs boutiques. Ils ont fait le macaron vegan, comme on voit là, le macaron vegan. Et puis après, on a commencé à le décliner. On a fait du parfum aussi. On a fait beaucoup de choses.
Bah, ça oui, oui, c'est bon, vous pouvez montrer Pierre Hermé. Bah, Pierre Hermé, c'est le plus grand pâtissier du monde, hein. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est il a été élu plus grand pâtissier du monde. Et Pierre Hermé, c'est lui qui a mis la meringue italienne dans les macarons. Et il a changé la recette du macaron quand il travaillait chez Ladurée. Et ça a été révolutionnaire. Depuis, Pierre Hermé a sa boutique, non pas une boutique, il est très 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 connu partout au Japon. Et voilà. Oui, Donc je pense que c'est un des concurrents directs de la durée finalement, hein. oui, et je suis pas sûre qu'ils soient en bon rapport. Je, Oui, j'imagine. j'ai vu une émission et je crois que Pierre Hermé, mais il est toujours. Par contre, la durée, ça a été racheté, hein. Ça a été racheté l'année dernière parce avec le Covid, ils ont perdu des ventes. Ah! Oui. Enfin, ils ont quand même 107 boutiques un peu partout, hein, dans 22 pays. Donc, ils vendent 17 millions de macarons par an, juste pour vous donner une idée. Ouf, Mm, voilà. Alors, on va incroyable. regarder très brièvement. Alors, je vous donne pas de Mmh. recette de cuisine, hein, parce que c'est- on a, on a plus le temps et je vous Mmh. donne juste quelques petits trucs de cuisine. Alors, on va partir avec les ustensiles. Alors, les ustensiles, quand vous cuisinez, vraiment, ne faites pas l'impasse sur la qualité. Euh, alors, en cuisine, je vous dirais, je vais pas vous dire de prendre n'importe quoi, mais en pâtisserie, vraiment, c'est très important, hein. Alors, il va falloir avoir des choses pour mesurer. Donc, prenez surtout une balance, même pour peser les liquides, hein. Un litre d'eau, un litre d'eau, ça fait 1 kilo, hein. Un litre de lait, ça fait un peu plus. Vous allez trouver des conversions sur Internet. Le verre mesureur, le verre gradué, c'est pas précis, hein. Il faut une balance. Une brosse pour retirer la Mmh. farine, un fouet, hein, parce qu'on va fouetter les œufs, un couteau de cuisinier, un couteau à génoise pour couper les gâteaux sans faire le miette. Le couteau à génoise, c'est un couteau qui est très long et qui fait pas de miettes. Et puis, une spatule et un rouleau à pâtisserie. Voilà, ça c'est la Mmh. base, les instruments de base. Ensuite, on va voir, alors, très brièvement, les ingrédients. Faites vraiment attention. Prenez la farine qu'on vous dit de prendre, hein. C'est pas n'importe quelle farine. Alors ça, quand j'étais plus jeune, je disais tiens, j'ai de la farine, je prends n'importe quelle farine. Ça marche pas du tout, hein. Il y a de la farine à pain, il y a de la farine à gâteau, il y a de la farine pour faire la tempura, il y a de la farine. Respectez bien la farine, hein, parce que sinon ça va pas marcher du tout. Euh, les œufs, les œufs préférés, il y a plusieurs tailles d'œufs. Prenez des œufs moyens. Si vous prenez des œufs trop gros, ça va trop humidifier la pâte. Si vous prenez des œufs trop petits, ça va pas être assez. Donc partez toujours sur l'œuf moyen. Le beurre, un beurre 80% de matière grasse, hein. Quand on cuisine, on prend pas de choses allégées, hein. Ça existe pas. Quand on mange des gâteaux, ça veut dire qu'on veut pas maigrir, hein. Donc on prend pas de crème allégée, on prend pas de beurre allégé, on prend pas du sucre sans sucre. Sinon on mange pas de gâteau. ça, Mmh. c'est vraiment le b.a.-ba de la pâtisserie, hein. On mange pas light, hein. Si on mange de la pâtisserie, on mange pas light. Sinon, c'est pas de la pâtisserie. Pâtisserie, c'est fait pour grossir, hein. Alors, après, les œufs en neige, juste un petit conseil. Quand vous montez les œufs, sortez-les 2 heures avant du frigidaire. Si vous gardez vos œufs au frigidaire, vous les séparez bien. Vous coupez en deux, clac, clac, vous jonglez. Le blanc, le jaune, vous les séparez comme ça. C'est très rigolo. Et vous mettez, il y a beaucoup de gens qui mettent une petite pincée de sel dans les œufs. Vous pouvez mettre du sucre, ça monte aussi. Alors, vous y allez. On peut mettre aussi quelques gouttes de citron. Et si vos œufs en neige sont réussis, vous prenez le bol, vous le retournez. Ah, c'est à vos risques et périls. Mais les œufs, ils doivent rester collés, hein. S'ils collent pas, s'ils collent pas, c'est que ça va pas. Et tout est à refaire puisqu'ils sont tombés par terre Mmh. aussi. Le,
Le chocolat, alors le chocolat, toujours du bon, hein. On prend du bon, on prend au moins 70% de cacao, on prend pas n'importe quoi. Pas de micro-ondes pour le chocolat, s'il vous plaît. Si on fait un bain-marie, ça veut dire qu'on prend une casserole d'eau, on la fait bouillir, on la met sur le feu, on met un bol dedans. Si vous voulez aller plus vite, vous mettez le chocolat au frigidaire juste avant, une petite heure. Après, vous prenez une râpe et vous le râpez. Il va fondre plus vite. Et surtout, pas d'eau. D'accord. C'est très important. C'est très important. Alors Mmh. après, pour un nappage, il va falloir un peu regarder les degrés, hein. Le nappage, c'est un petit peu différent. Alors après, on va parler du caramel. Le caramel, c'est celui qui colle à nos casseroles. Mmh. Alors, le caramel, toujours une casserole très très propre. Alors, je dis pas que vous avez des casseroles sales, mais vraiment le caramel, il faut vraiment bien nettoyer, il faut que ce soit impeccable, hein. Alors, vous allez mettre votre sucre dans la casserole et puis quand il commence à devenir euh, quand il commence à devenir doré, vous prenez la casserole et vous jetez la casserole dans de la glace. Donc vous préparez des cubes de glace, des glaçons, avant quand vous faites votre caramel. Une fois que vous voyez que le caramel est à la bonne couleur, vous prenez la casserole et tout de suite dans la glace, ça va arrêter la cuisson. Voilà, c'est le petit truc du caramel. Et attention, on remue pas le caramel, hein. Jamais, Ah! jamais, J'avais jamais. Ah, très bien. j'en ai fait des bêtises avant, alors je peux vous, on remue jamais le caramel. Alors D'accord. après, on va passer à la slide d'après, le soufflé. Alors je sais pas si vous ferez des soufflés. C'est très bon le soufflé, mais le soufflé, quand on ouvre la porte du four, il retombe. Mmh. C'est l'expression retomber comme un soufflé. Alors, quand vous faites le soufflé, vous allez préchauffer votre four, vous allez prendre le moule à souffler, vous allez le beurrer, mais pas juste en haut. Il faut pas le beurrer jusqu'en haut, le soufflé. Vous allez beurrer la moitié. Vous beurrez la moitié, le fond, parce que s'il y a du beurre, il va pas monter. Voilà. Donc, quand vous allez aussi battre les œufs, un quart, avec un quart des œufs avec la préparation, le chocolat, ce que vous voulez, et ensuite après, vous allez ajouter tout le reste lentement avec une spatule. Vous allez remuer tout doucement. Vous allez soulever, hein. On remue pas, hein. On soulève. On fait comme ça. Hop, hop. On touille pas, sinon ça casse. Alors, il nous reste les crèmes. Alors, les crèmes, c'est très compliqué à faire. Donc, c'est juste 2 conseils comme ça. Si vous voulez pas épaissir vos crèmes avec de la farine, vous prenez de la maïzena, la farine de maïs. La crème pâtissière, vous mettez du beurre, sinon elle va croûter, comme on dit, hein, sur le dessus. Vous mettez du beurre et après vous prenez un film alimentaire et vous mettez ça à contact. Vous mettez le film alimentaire sur la crème, hein. Il faut que ça touche, sinon ça va faire une croûte et c'est pas très joli. Mmh. La chantilly, toujours avec de la glace. Avant de faire la crème chantilly, vous mettez la crème, vous mettez les instruments, les outils au congélateur. Et la crème, elle doit être, vous les mettez une petite heure au congélateur. Et ensuite, quand vous faites la chantilly, vous prenez des cubes de glace, vous les mettez dans un bol, vous mettez un deuxième bol, là où vous ferez votre chantilly, et voilà. Et ça va monter. La chantilly, il lui faut du froid, sinon ça marche pas. Mmh. Alors on va finir très vite Oui. avec les tartes. Les tartes, faites bien attention. Juste un petit conseil. Quand vous avez fini votre pâte à tarte, vous allez la mettre au frigidaire. Comme ça, elle va bien prendre, hein. Ça va figer le froid.
Si vous voulez pas que les fruits imbibent la, la pâte, vous mettez du chocolat. Vous mettez du chocolat, ça va imperméabiliser la pâte. Vous pouvez mettre aussi de la confiture, vous pouvez mettre aussi de l'œuf. Hein. Faites ce que vous protégez. Vous faites une pellicule avec ce que vous voulez et ça n'imbibera pas un jaune d'œuf, par exemple. C'est très bien. Ça va faire une couche. Ça va être imperméable. Ensuite, la pâte à pain. Alors, la pâte à pain, faites bien la pâte à pain ou tout ce qui va être mélangé, en fait, pâte mélangée. Faites très attention de ne pas mélanger trop parce que la farine, ça a du gluten et on fait pas de pizza, on fait des gâteaux. Donc, Mmh. ça va finir par être élastique. Vous savez, la pâte à pizza, quand vous le faites comme ça, c'est à cause du gluten, c'est parce que vous devez la mixer beaucoup. Mais en pâtisserie, on fait pas de pizza, donc on mélange pas beaucoup. On fait attention. Et pour que la pâte, elle monte, on la met dans un endroit chaud. Vous pouvez la mettre dans un four préchauffé que vous allez éteindre avec un chiffon, un torchon mouillé, pas qu'elle sèche. Et une autre chose aussi, quand vous faites votre pâte, vous coupez avec un couteau. S'il y a des petites bulles, par exemple pour la brioche, ça veut dire que c'est bon. Mmh. Alors, enfin, les macarons. Après ça, vous pourrez aller faire de la pâtisserie. Les macarons, ça, c'est très difficile à faire. Ça, très franchement, les Mmh mh. macarons, allez les acheter. Ça coûte moins cher de les acheter et c'est moins difficile. Mmh. Si par exemple, vous voulez vous lancer dans le macaron, prenez un tamis, vous savez, pour faire passer, pour que ça devienne très fin, pour les amandes et le sucre glace. Comme ça, les coques, elles vont être brillantes et très, très, très belles. Et puis, la dernière chose pour le macaron, c'est que les disques, c'est 3 centimètres de diamètre. C'est réglementaire. Ah, c'est très précis. Mmh mh. Prenez une règle, faites vous prenez votre papier à pâtisserie, votre papier sulfurisé, et vous faites des petits traits. C'est 3 centimètres le macaron. Et ensuite, une chose qui est très bizarre, c'est que vous allez séparer les blancs et les jaunes 3 jours avant. Vos blancs d'œufs, vous allez les casser 2 ou 3 jours avant. Vous allez les séparer du jaune, ils vont se conserver, car les œufs, ça se conserve très longtemps, contrairement à ce qu'on pense. Et au bout du 3e jour, vous allez les sortir 2 heures avant du frigidaire. Vous allez les monter en neige et vous verrez, ça va être super. Très Voilà, bien. à vos casseroles. Merci beaucoup. Alors merci beaucoup Merci. pour la présentation. Alors, je vais juste aussi vérifier, du côté des commentaires. Alors, commentaire de Astrid, heu: «La durée no macaron wa takai kedo oishii». Oishii desu. Takakute mo oishii desu. C'est vrai que les macarons la durée sont pas les plus abordables, mais ils sont Non, quand même très bons, hein. oui, oui, oui. Ils sont très chers, hein. Je sais plus le prix en euros. C'est quand même très, très. C'est devenu un produit pas de luxe, mais pratiquement. C'est, C'est c'est, c'est ce qu'ils veulent, hein. C'est ce qu'ils veulent, hein. C'est la politique de la durée, hein. Mais attention, il n'y a pas que la durée, hein. Oui, Là, c'est vrai, il y a pas que la durée, hein. j'ai pris la durée parce que c'est vraiment c'est eux qui les ont inventés, donc ça me semblait juste de parler de la durée, mais oublions pas Pierre Hermé, hein, parce que c'est lui quand même qui a lancé c'est grâce à lui que la durée fait des macarons aussi. Bon, c'est grâce à sa recette, hein. C'est lui qui les a fait aussi partir, qui les a fait décoller. Donc, une petite pensée pour C'est Pierre vrai, Hermé. c'est vrai que, Pierre Hermé aussi qui maintenant, bah, a aussi sa propre chaîne, donc c'est aussi assez populaire, aussi de luxe. Oui, Hem, je pense que Pierre Hermé, il n'a pas besoin qu'on lui fasse beaucoup de publicité. Et d'ailleurs, il a dit qu'au début, il aimait pas du tout les macarons, hein. Il trouvait ça, il trouvait ça, il les a changés, lui,
C'est lui hein, qui les a changés, mais au début, il les aimait pas du tout, les macarons. J'ai entendu qu'il disait que il trouvait ça pas ça terrible, en fait. Mmh. Mais c'est vrai que j'arrive à complètement imaginer ça. Rinko-san, la durée saiko desu ne. Ouais, alors là, je pense qu'on est unanime. Et puis on a aussi un commentaire de, Miku-san. フランスと日本の、お男子、je pense que je le lis correctement. Ouais, 見た目も、材料も、全く違いますが、先生が日本の、il faut vraiment que je vérifie. Bon. Je peux pas Oui, vous aider. お菓子、Je peux pas vous aider. すいません。申し訳ないです。Malheureusement.お菓子ではない。お菓子で、好きなものはありますか？または苦手ものはありますか？ Donc, on nous demande, c'est vrai qu'il y a beaucoup de différences entre, okashi, arigatou gozaimasu. Entre toutes ces confections, les japonaises et les françaises, Mmh. surtout au niveau des ingrédients. Est-ce qu'il y a des sucreries, des pâtisseries japonaises que vous aimez et à l'inverse, des pâtisseries que vous n'aimez pas? Alors, je vais être honnête, moi, je ne mange pas de gâteau, mais Oh! j'aime beaucoup les pâtisseries japonaises. Alors ça, c'est un paradoxe parce que, ça m'est quand je mange des gâteaux si j'ai l'occasion d'en manger, parce que j il y a de très bons gâteaux, hein, vous avez vu, j'adore le Paris-Brest, ces choses-là. Mais, quand je vais en France, je n'achète si ma mère, en achète pas, moi, j'achète pas de gâteaux. Par contre, j'aime beaucoup les pâtisseries japonaises. Alors, c'est parce que elles sont, je les trouve très bonnes. Elles sont pas, il y en a qui sont très sucrées, mais j'aime bien toutes les pâtisseries un peu souples, un peu. Alors les noms, je les connais pas parce que en général, Mmh. on me les offre. Donc, Mmh. mais oui, 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 j'aime beaucoup les pâtisseries japonaises. Oui, Ah ça oui. c'est C'est assez étonnant parce que c je suis pas très sucre, je mange pas beaucoup de sucre mmh. et j'aime bien tout ce qui est à base de matcha moi, par contre. Ah! Intéressant. Ah, Mmh. 好きではなく、まあ、フランスにいる時に、お母さんと、まあ、パティスリーを買ってなさそうです。しかし、日本の、お菓子が結構好きで、柔らかいのお菓子の方が好きです。それで特に抹茶の、お菓子も結構美味しいだと思います。はい。この感じです。voilà. Tout le monde Non, va aller manger des gâteaux. そうですね、なんか少し、遅くなって申し訳ないです。J'espère que tout le monde, a très faim et j'espère que tout le monde aura un très bon repas et de très bonnes pâtisseries Oui, à venir, très, très tôt et n'hésitez pas évidemment, à regarder, l'enregistrement du, symposium dans le futur, sur la page de l'événement. N'hésitez pas aussi à vérifier, à checker les leçons que propose Véronique Sensei. Vous avez aussi une autre leçon, c'est ça, sur la pâtisserie? oui, alors là j'ai une leçon, j'ai une étudiante je suis en train de travailler avec une étudiante, on est en train de faire, alors j'ai une leçon sur la cuisine et j'ai un pack de 4 leçons, pour étudier le français, de la cuisine, les notions de cuisine et à chaque leçon, on étudie une recette et son origine. Par exemple, la semaine dernière, on a fait, avec mon élève, on a fait la tartiflette. La fois d'avant, on a fait le bœuf bourguignon, avec l'histoire du plat. Et puis les composants, les ingrédients qu'on trouve dans la région, voilà. C'est une sorte de cours sur la culture et aussi
le vocabulaire sur les instruments, les outils hein, qu'on utilise en cuisine, les techniques et voilà. Mmh. Je vois aussi un commentaire là qui est arrivé, Hide S-san arigatou gozaimasu et merci beaucoup pour la présentation. Est-ce qu'on peut Merci. encore dire que le croissant est français? Ah ben ça c'est une oui, 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 on va toujours dire que c'est français, tout est français. Alors le croissant comme vous le mangez maintenant, oui. Le croissant de celui qui a été au beurre, qui est au beurre, oui. À l'origine, non. À partir de 1920, oui, c'est français. Voilà, donc on va garder tout ce qui s'est dit aujourd'hui reste un secret entre nous. Voilà. Donc on ne dira pas, les origines, du macaron. Arigatou gozaimasu. Merci beaucoup. Merci, On a merci beaucoup beaucoup. de commentaires. Merci beaucoup, à tous ceux qui nous ont suivis et Mmh. puis, on se retrouve, très vite, que ce soit sur le site, pour des futures leçons, j'espère que vous prendrez avec Véronique, sur Café Talk et puis pour un futur symposium aussi. Donc merci beaucoup de votre attention et passez Merci, tous une très bonne soirée. merci. Merci.